La salle du conseil était si vaste qu'elle aurait pu contenir une petite ville. Des plateformes flottantes étaient suspendues dans les airs, chacune transportant un représentant des 12 grands empires de la galaxie. Des écrans holographiques scintillaient entre elles, affichant des cartes stellaires et les positions des flottes. Tout au bout de la salle, sur la plus petite et la plus basse estrade, l'ambassadrice Chénie se tenait seule. C'était une femme de petite taille selon les critères humains, ses cheveux gris tirés en un chignon serré. Son tailleur sombre paraissait simple comparé aux armures et robes exotiques portées par les autres ambassadeurs. Elle avait appris à garder un visage impassible durant ces réunions, même lorsque son cœur s'emballait sous l'effet de la colère ou de la peur. Aujourd'hui, la peur l'emporta. Le général Vray se tenait sur la plus grande estrade. Son corps reptilien, recouvert d'écailles de combat cérémonielles qui luisaient sous les lumières de la chambre, était 2 fois plus grand que Chen. Il possédait 4 bras et une queue capable de broyer l'acier. Derrière lui, un écran holographique affichait le territoire du Dominion de Corfax, 400 systèmes stellaires, marqués d'un rouge sang. Les colonies humaines de la nébuleuse du Voile doivent être évacuées, annonça Braxus, sa voix résonnant dans les appareils de traduction que chacun portait. Ces systèmes recèlent des ressources dont le Dominion de Corfax a besoin. Nous sommes prêts à indemniser la Terre en lui accordant des droits miniers dans des régions moins riches. Chen prit une lente inspiration. Elle était ambassadrice de la Terre depuis 12 ans. 12 longues années à observer les espèces les plus fortes dominer les plus faibles. 12 années de silence, de respect des règles, à faire comme si l'humanité n'était qu'un petit empire parmi d'autres, luttant pour sa survie. Les colonies de la nébuleuse du Voile abritent 3 millions de citoyens humains, déclara Chen avec précaution. Ce ne sont pas des avant-postes militaires, ce sont des mondes agricoles, des stations de recherche, des foyers. Nous ne pouvons pas simplement les abandonner. Vray laissa échapper un rire rauque, un aboiement strident. Alors vous acceptez notre offre d'achat. 1 billion de crédits galactiques, une somme plutôt généreuse pour 7 mondes mineurs. Ces mondes ne sont pas à vendre. Un silence s'installa dans la salle. Plusieurs ambassadeurs se redressèrent sur leurs estrades. Le représentant vichien, à l'allure cristalline, émit un léger son, exprimant dans leur langue une inquiétude ou un avertissement. Braxus se pencha en avant. Peut-être les humains ne comprennent-ils pas le fonctionnement de la galaxie. Vous ne faites partie de ce conseil que depuis 47 ans. Vous êtes le plus jeune membre, le plus faible. Votre flotte se compose de... fit-il en désignant la flotte. Un autre hologramme apparut, montrant les vaisseaux de guerre enregistrés de la Terre. 200 petits vaisseaux, des conceptions obsolètes, un armement limité, aucune véritable puissance militaire. Il n'avait pas tort. Chaque espèce de la galaxie devait enregistrer sa flotte militaire auprès du Conseil. Le Conseil. Les chiffres étaient publics. La Terre comptait exactement 200 vaisseaux en service de défense actif. Les Corax en possédaient plus de 15 000. Le traité du Conseil accorde à chaque espèce une flotte proportionnelle à son territoire. Chen déclara. Nous avons respecté toutes les réglementations. Oui, oui, répondit Vraise d'un geste dédaigneux de la main griffue. Vous suivez les règles. C'est admirable. Mais les règles ne protègent pas les faibles des forts. C'est la loi de la nature, la loi de l'univers, dit-il en écartant les avant-bras. Je vous offre un choix, ambassadeur Chen. Acceptez nos conditions généreuses pour la nébuleuse de Véial, ou subissez des sanctions économiques, des restrictions commerciales et des blocus. Il arrive parfois que des accidents se produisent à bord de vaisseaux marchands humains en espace neutre. Chen sentit sa mâchoire se crisper. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait de telles menaces. Les Corfax avaient déjà employé cette stratégie contre 3 autres espèces au cours des 20 dernières années. Ils lançaient un ultimatum, proféraient des menaces à peine voilées, et le Conseil détournait le regard. Les forts s'en prenaient aux faibles, et chacun faisait comme si de rien n'était, en toute impunité. Le Dominion de Corfax n'a aucun droit légal sur ces systèmes, déclara Chen. Un droit légal? Vray rit de nouveau. Nous avons la supériorité militaire dans la galaxie. C'est le seul droit qui compte. Demandez aux Pélines, demandez aux Auriques, demandez à n'importe quelle espèce mineure d'ici si la loi les a protégés.
lorsqu'une grande puissance convoitait leur monde. Chen scruta la pièce. L'ambassadeur Pelten, une créature flottante semblable à une méduse, atténua la luminescence de son corps, signe de honte ou de résignation. Les oryx, des insectoïdes bipèdes, claquèrent des mandibules, mais restèrent silencieux. Les deux espèces avaient perdu des systèmes lors de négociations avec de plus grands empires. Votre réponse, ambassadeur, exigea Frost. Ma patience a des limites. Chen afficha son propre écran holographique montrant les 7 mondes colonisés. Des planètes vertes aux océans bleus. Des stations orbitant autour de soleils paisibles. Elle pensa aux habitants. Agriculteurs, scientifiques, enseignants, enfants jouant dans les cours d'école sous des étoiles extraterrestres. 3 millions d'âmes qui avaient fait confiance à la Terre pour les protéger. Je dois consulter mon gouvernement, finit par dire Chen. Typiquement humain, toujours à parler, toujours à consulter. Rexis découvrit ses dents dans ce qui ressemblait fort à un sourire. Très bien, vous avez 72 heures pour en discuter entre vous. À notre prochaine réunion, j'attends votre accord. Sinon, il laissa planer la menace. La séance du conseil prit fin. Les plateformes descendirent vers leur couloir de sortie. Chen marchait seul, ses pas résonnant dans l'immense station. Les autres ambassadeurs évitaient son regard. Ils avaient déjà vu ce scénario se répéter. L'humanité capitulerait ou serait anéantie. Quoi qu'il arrive, la galaxie continuerait de tourner. Elle atteignit ses appartements privés avant de se laisser aller à trembler. La rage et l'impuissance l'assaillaient. 47 ans. 47 ans à jouer le jeu, à feindre l'insignifiance. Et pourquoi faire? Pour que Corfax puisse menacer son peuple avec une arrogance désinvolte. Chen s'assit à son bureau et ouvrit un canal de communication crypté. Le cryptage quantique mit 30 secondes à se mettre en place. 30 secondes pendant lesquelles elle s'efforça de respirer normalement, de réfléchir clairement. Enfin, un voyant vert apparut. Elle tapa un simple message. Protocole crépuscule, fini les comédies. La réponse arriva presque instantanément. Un seul mot. Confirmé. Chen ferma les yeux. C'était le moment. Plus de dissimulation, plus de faux semblants. L'humanité était faible et impuissante. 47 ans de comédie, c'était assez. La galaxie voulait voir les dents de l'humanité. Très bien. Ils allaient peut-être découvrir que l'humanité se préparait à ce moment depuis 500 ans. Elle pensa au vaisseau, à la véritable flotte, celle dont personne n'avait connaissance. Des milliers de vaisseaux dissimulés dans des installations secrètes, entretenues dans l'ombre, constamment modernisés, tandis que la galaxie croyait l'humanité survivre tant bien que mal, avec 200 antiquités. Elle songea aux recherches sur les armements, aux plateformes de défense, aux plans de contingence imbriqués. L'humanité avait intégré la communauté galactique en s'attendant au pire. Et elle avait eu raison. Chen ouvrit les yeux et commença à rédiger sa réponse officielle à l'ultimatum de Corfax. Elle serait professionnelle, diplomatique, irréprochable, en tout point. Cela permettrait aussi de gagner du temps, juste assez pour que la flotte silencieuse se réveille. Elle sourit pour la première fois depuis des semaines. Le général Vray pensait tout savoir des capacités militaires de l'humanité. Il pensait avoir compté tous leurs vaisseaux, mesuré toute leur puissance et les avoir trouvées insuffisantes. Il était sur le point d'apprendre la leçon la plus importante de l'histoire de l'humanité. Ne jamais croire que ce que l'on voit est la réalité. L'humanité s'était cachée dans l'ombre pendant des siècles, construisant, attendant et se préparant au jour où quelqu'un la menacerait. Ce jour était enfin arrivé, et la galaxie n'était pas prête à affronter ce que l'humanité avait dissimulé. Sur la face cachée de la Lune, quelque chose d'ancien s'éveilla. La poussière accumulée depuis des décennies commença à se soulever, tandis que d'immenses portes, dissimulées sous des cratères artificiels, s'ouvraient en grinçant pour la première fois depuis leur fermeture. Dans des hangars immenses, les lumières de secours s'allumèrent par intermittence. À l'intérieur, des rangées de navires de guerre, alignés en formation parfaite, leurs coques froides mais leurs systèmes en marche, s'activaient. L'amiral Sarah Kovitch
se tenait sur la passerelle de l'USNS Eisenhower, observant ses écrans de commandement s'animer. Elle avait 63 ans et avait passé 40 ans à se préparer pour un jour qu'elle espérait ne jamais voir arriver. Son uniforme gris ne portait ni médaille, ni décoration ostentatoire, juste son nom et son grade. C'était la simplicité même, fonctionnelle, efficace. Tous à l'appareil, ordonna-t-elle. Autour d'elle, les officiers s'activèrent assez rapidement, accomplissant les formalités de mise en service. Il ne s'agissait pas de jeunes recrues. Tous les membres de l'équipage s'étaient entraînés en secret pendant des décennies. Ils avaient élevé des familles qui les croyaient employés dans les mines ou à la maintenance des stations. Ils avaient participé à des réceptions où ils souriaient et mentaient sur leurs emplois gouvernementaux ennuyeux. Tout cela en gardant le plus grand secret de l'histoire de l'humanité. Réacteur 1 en ligne, annonça son ingénieur en chef. Réacteur 2 en ligne. Les 4 réacteurs sont opérationnels. Nous utilisons l'énergie de la base lunaire pour la séquence de démarrage. Initialisation des systèmes d'armes. Un autre officier fit son rapport. Cycle des tubes lance-missiles. Chargement des canons électromagnétiques. Réseau de défense rapproché activé. Tous les systèmes sont fonctionnels. Kovic acquiesça. L'Eisenhower était un cuirassé de 2 km de long, hérissé d'armes constamment modernisées depuis 300 ans. Le vaisseau d'origine avait été construit en 2047. À l'époque où l'humanité se croyait encore seule dans l'univers, à l'époque où elle construisait des vaisseaux de guerre au cas où le premier contact tournerait mal. Leur paranoïa était justifiée. Communication diffusée sur le canal crypté Oméga 7 réveillait la flotte. Dans tout l'espace habité, le signal atteignit des installations secrètes. Sur Mars, des hangars camouflés en complexes industriels ouvrirent leurs pentes et leurs toits, et sur le ciel glacial. Dans la ceinture d'astéroïdes, des planétoïdes entiers, évidés, se brisèrent comme des fleurs qui éclosent. Sur les lunes de Jupiter, sous des calottes glaciaires de plusieurs kilomètres d'épaisseur, des docks de sous-marins se vidèrent et leurs immenses portes s'ouvrirent. Au cœur de la grande tache rouge de Jupiter, là où aucun capitaine sensé ne s'aventurerait et où les capteurs étaient impuissants face à la tempête, un objet colossal se mit en mouvement. L'USNS Yamato, le plus grand porte-avions jamais construit, s'y était dissimulé pendant 90 ans. Surgissant des nuages tel un léviathan, ses 8 km de blindage et ses hangars à chasseurs, il projetait des éclairs et des cristaux de méthane dans une gerbe d'air s'élevant vers l'espace. Le lieutenant Marcus Chen était assis aux commandes de son chasseur, l'un des 2000 embarqués à bord du Yamato. Âgé de 28 ans, il avait rejoint la flotte silencieuse juste après sa sortie de l'académie. Sa grand-mère avait servi sur ce même porte-avions. Son arrière-grand-père avait participé à sa construction. 3 générations de sa famille avaient gardé le même secret. « Tous les pilotes, à vos postes !» L'annonce résonna dans le hangar. Ceci n'est pas un exercice. Le protocole de passage à la nuit est en vigueur. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Marcus sentit ses mains trembler tandis qu'il passait en revue sa liste de vérification pré-vol. Chaque pilote de la flotte silencieuse s'entraînait sans relâche, mais il n'avait jamais combattu, jamais été engagé dans un véritable combat. Pendant des décennies, ils étaient restés des fantômes, des ombres, une force de dissuasion dont personne ne soupçonnait l'existence. Désormais, ils étaient appelés à l'action. À travers l'espace humain, 47 000 vaisseaux de guerre entrèrent en service. Certains étaient anciens à l'échelle galactique, des vaisseaux construits à l'époque où l'humanité utilisait encore des combustibles fossiles sur Terre, et modernisés siècle après siècle avec de meilleurs réacteurs, de meilleures armes, de meilleurs boucliers. D'autres étaient maintenant plus récents, construits dans les chantiers navals secrets, que les archives officielles présentaient comme des stations de recherche spatiale lointaines. Chacune de ces actions était illégale selon la loi du Conseil. Du moins, c'est ce que prétendait le Conseil. L'humanité, elle, interprétait le traité différemment. L'amiral Kovic passa en mode diffusion générale. À tous les vaisseaux, ici l'amiral Kovic. Vous savez désormais pourquoi nous sommes ici. Le dominion de Corax menace les colonies humaines.
Il nous croit faibles. Il croit que notre flotte enregistrée de 200 vaisseaux est tout ce que nous possédons. Elle marqua une pause. Il est temps de rectifier ce malentendu. Sur son écran, les rapports de situation affluèrent. La flotte silencieuse s'organisa en groupes de combat, chacun plus puissant que la marine entière de la plupart des espèces. Porte-avions, avec leurs chasseurs embarqués, cuirassés dotés d'une puissance de feu suffisante pour détruire une lune, destroyers, croiseurs et vaisseaux de soutien, tous se déplaçant en formation avec une précision chirurgicale. Cap sur la nébuleuse du voile, ordonna Kovic. Approche furtive standard, on disparaît jusqu'à mon signal. La flotte se mit en mouvement. Ils n'utilisèrent pas de moteurs conventionnels, laissant des signatures énergétiques évidentes. À la place, ils employèrent une technologie de manipulation de la gravité développée par l'humanité il y a 200 ans, et jamais mentionnée au Conseil. Pour tout observateur, l'espace paraissait vide. Mais sous cette invisibilité, la plus grande force militaire humaine jamais rassemblée se faufilait dans l'obscurité, telle une ruse de requin. Dans le centre de commandement militaire terrestre, enfoui profondément sous les montagnes rocheuses, le général James Harrison observait le déploiement de la flotte. Il était l'officier militaire le plus gradé en mission spatiale humaine et l'un des 15 seuls à connaître l'étendue des capacités cachées de l'humanité. Même le gouvernement civil n'en avait qu'une connaissance limitée. Il faut savoir, disait-on, moins il y avait de personnes au courant, plus le secret était bien gardé. Son aide de camp, un jeune capitaine, se tenait à proximité. « Monsieur, devons-nous informer le président que le protocole crépuscule est activé ?»« Le président a donné son autorisation, » répondit Harrison. « Elle le sait. » Ce qu'elle n'a pas besoin de savoir, ce sont les détails opérationnels. Il afficha un autre écran montrant des fichiers classés secret défense. Assurez-vous que le projet Valkyrie reste confidentiel. Personne n'a posé de questions à ce sujet. Personne n'y pense même. Bien compris, monsieur. Harrison se permit un sourire crispé. La galaxie pensait que le secret de l'humanité résidait dans la flotte silencieuse. L'apparition de 47 000 vaisseaux de guerre allait les stupéfier. Mais ce n'était pas là le secret le plus profond de l'humanité. Loin de là. Le projet Valkyrie dépassait le cadre de la puissance militaire conventionnelle pour explorer un territoire capable de terrifier même les alliés de l'humanité. La galaxie allait découvrir l'existence de la flotte silencieuse. Il n'avait pas besoin de savoir pour Valkyrie. Du moins, pas à moins que la situation ne s'aggrave considérablement. De retour sur l'Eisenhower, l'amiral Kovic reçut un message du commandement terrestre, simple et direct. « Vous avez carte blanche. Montrez-leur ce qui arrive quand ils nous menacent et soyez clairs. » Elle transmit le message à tous les commandants de groupements tactiques, puis s'adressa à son équipage de passerelle. « Je sais que certains d'entre vous ont attendu ce moment toute leur carrière. D'autres espéraient que ce jour n'arriverait jamais, mais nous y sommes. Les Corfax pensent pouvoir intimider l'humanité parce que nous paraissons faibles, parce que nous sommes restés silencieux et polis pendant 47 ans. » Elle se leva et regarda chaque officier. Ils ignorent que nous développons des armes depuis bien avant de les rencontrer. Ils ignorent que nous nous préparons à un premier contact hostile depuis 500 ans. Ils ignorent que chaque vaisseau de notre flotte musée a été modernisé avec une technologie qui ferait pâlir leurs scientifiques. Nous n'entamons pas une guerre aujourd'hui. Nous mettons fin à une menace. Nous montrons à la galaxie que l'humanité ne se laissera pas faire. Et nous le faisons avec une force écrasante pour que personne ne commette plus jamais cette erreur. L'équipage du pont acquiesça. Ils connaissaient leur devoir. Ils s'étaient entraînés pour cela. La flotte silencieuse traversa l'espace, invisible et silencieuse, en direction de la nébuleuse du voile, où les Corfac rassemblaient leurs forces. Le général Vray s'y trouverait, sûr de sa supériorité, s'attendant à ce que des humains terrifiés et des vaisseaux obsolètes implorent sa pitié. Il allait avoir la surprise de sa vie. L'humanité s'apprêtait à annoncer à la galaxie entière : « Nous vous avons caché quelque chose. Nous vous avons tout caché. Et si vous pensiez connaître les capacités de l'humanité, vous vous trompiez lourdement. »
Le général Vray se tenait sur le pont de commandement de son vaisseau amiral, le Colère du Prédateur, observant le rassemblement de sa flotte d'invasion. 800 vaisseaux de guerre flottaient en formation autour de lui, leurs coques peintes du pourpre et du noir du domaine de Corfac. C'était magnifique, une démonstration de puissance militaire à l'état pur, capable d'écraser toute résistance humaine. Rapport de situation, ordonna-t-il. Son second, le commandant Zilith, consulta ses écrans. Tous les vaisseaux sont en position, général. La flotte est prête à avancer sur votre ordre. Les capteurs longue portée ne détectent aucune présence humaine dans la nébuleuse du voile. Nos renseignements indiquent qu'ils ont déjà commencé à évacuer les colonies. Bien sûr, dit Vresse avec satisfaction. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous combattre. Ce sera terminé avant même d'avoir commencé. Une simple occupation, quelques négociations et la nébuleuse du voile sera à nous. Il fit fléchir ses avant-bras. Le Conseil s'y opposera, comme toujours. Nous paierons des amendes, signerons des accords et conserverons le territoire comme toujours. Le délai de 72 heures était dépassé depuis 30 minutes. Aucune réponse de la Terre. Aucun message diplomatique, juste le silence. Brax interpréta ce silence comme une reddition. Avancer la flotte. Vitesse maximale. Je veux que ces colonies soient sécurisées d'ici 6 heures. 800 vaisseaux mirent leurs moteurs en marche et pénétrèrent dans la nébuleuse du voile. Les gaz de la nébuleuse luisaient de pourpre et de vert, projetant d'étranges ombres sur les coques des vaisseaux de guerre. L'efficacité des capteurs diminua dans l'épaisse nébuleuse, mais la technologie Corfax compensa. Ils pouvaient encore détecter tout vaisseau humain tentant de se défendre. La flotte s'enfonça plus profondément dans la nébuleuse en direction du premier monde colonisé. Braxis a passé en revue le plan d'attaque. Les troupes terrestres sécurisent les bâtiments administratifs et hissent le drapeau de Corfax. Procédure standard. Les humains protesteraient auprès du Conseil. Le Conseil débattrait pendant des mois et d'ici là, l'occupation serait permanente. Le général Xil a déclaré que soudain, les capteurs détectent quelque chose en avant. Vaisseau humain inconnu. Les relevés sont étranges. Des interférences dues au gaz de la nébuleuse apparaissent, mais je détecte des signatures massives. Importantes. Plusieurs contacts. Rexis ressentit une pointe d'agacement. Les humains allaient-ils vraiment résister avec leur flotte pitoyable de 200 vaisseaux? Station de combat ridicule. Préparez-vous au combat. Les alarmes retentirent à bord de son vaisseau amiral. Les générateurs de boucliers vrombirent à pleine puissance. Les systèmes d'armement furent armés. La flotte de Corfax se déploya en formation d'attaque, prête à balayer toute résistance humaine, aussi minime soit-elle. « Nous dégageons la concentration de gaz de la nébuleuse », annonça Zilith. Portée visuelle dans 5 secondes. Les tourbillons de gaz devant eux commencèrent à s'estomper. Frey se pencha en avant, s'attendant à apercevoir un groupe de vaisseaux humains en détresse. Ce qu'il vit à la place lui glaça le sang. Des vaisseaux, des milliers. Ils étaient alignés en formation parfaite, s'étendant à travers l'espace comme un mur de métal. Non pas les petits patrouilleurs que la Terre avait repérés, c'étaient des vaisseaux de guerre, de vrais vaisseaux de guerre. Des cuirassés qui éclipsaient tout ce que possédait la flotte de Corfax. Des porte-avions cernés par des nuées de chasseurs, des croiseurs, des destroyers et des groupes de combat qui, à eux seuls, surpassait en nombre toute sa force d'invasion. Quoi? Bress n'arrivait pas à finir sa phrase. Son cerveau refusait de traiter ce que ses yeux voyaient. Analyse des capteurs. La voix de Silith tremblait. « Je compte, général. Je compte plus de 4000 vaisseaux. Non, attendez. Les capteurs se mettent à jour. 7000, 10 000. » Elle leva les yeux. Ses écailles pâlirent sous le choc. « Général, ils sont partout. La nébuleuse entière est remplie de vaisseaux humains. » Une demande de communication s'afficha sur l'écran de Vraus. Il l'accepta machinalement, encore sous le choc. Une femme humaine apparut sur son écran. Elle portait un uniforme militaire gris avec des insignes discrets. Son visage était calme, professionnel et totalement serein. « Flotte Corks, ici l'amiral Sarakovitch de la Marine Terre Unie.
Vous violez l'espace territorial humain. Vous avez une seule chance de vous retirer. Vous avez 60 secondes pour obtempérer, dit Vrez d'une voix assurée. C'est impossible. Vous avez 200 vaisseaux. 200? D'où viennent ces 50 secondes? Demanda Sarakovitch d'un ton calme. Vous avez violé le traité. Vous avez constitué une flotte illégale. Le Conseil dispose de 40 secondes. Général, je vous recommande de donner l'ordre de retraite. Mes vaisseaux ont verrouillé leurs armes sur chaque navire de votre flotte. Si vous ouvrez le feu, nous riposterons avec une force écrasante. L'esprit de Vras s'emballa. C'était forcément un piège, une sorte de leurre holographique. Les humains ne possédaient pas une telle flotte. Ils en étaient incapables. Le Corfax disposait de rapports de renseignement, de satellites espions et de systèmes de surveillance du commerce. Il était impossible pour la Terre de dissimuler des milliers de vaisseaux de guerre. Pourtant, les relevés des capteurs étaient réels. Les signatures massives étaient réelles. Et maintenant, ses propres officiers d'armement signalaient que ces vaisseaux humains avaient des systèmes de ciblage actifs, des milliers d'armes pointées sur sa flotte. « C'est une tromperie !» rugit Rexus. « Ces vaisseaux ne peuvent pas être réels. Vous utilisez une supercherie technologique. » 20 secondes, répondit Kavitch. Voulez-vous vérifier si nous sommes réels? L'orgueil mêlé à l'instinct de survie animait Vras. Le Dominion Corax ne recula pas. Il ne reculait pas devant les espèces plus faibles. Tourner le dos maintenant serait une humiliation. Impensable. Mais ces vaisseaux, il y en avait tant. 10 secondes. Général 98. Comment les avez-vous cachés? Demanda Rexis. Comment? Nous sommes très doués pour garder les secrets, répondit Kovacs. 3. Tous les vaisseaux, ouvrez le feu, ordonna Rexis. Si c'était la mort, ce serait avec honneur. Les Corfax ne fuiraient même pas les humains. Sa flotte fit feu, des missiles fendaient de l'espace. Des faisceaux d'énergie transperçaient les gaz de la nébuleuse. 800 vaisseaux de guerre déchaînèrent toute leur puissance. La riposte humaine fut instantanée et dévastatrice. Les systèmes de défense antimissiles s'activèrent sur l'ensemble de la flotte. Des milliers de missiles intercepteurs furent lancés. Des lasers de contre-attaque créèrent un réseau lumineux. L'attaque Corex cessa net. Les missiles explosèrent sans faire de dégâts. Des rayons d'énergie se dispersèrent contre des boucliers qui ne devraient pas exister sur les vaisseaux humains. Puis, les humains ripostèrent. Braxus vit sa flotte périr. Non pas lentement, non pas dans un dernier combat héroïque, mais rapidement et efficacement. Les canons électromagnétiques humains, des armes utilisant des aimants pour projeter du métal à des vitesses incroyables, transpercèrent les boucliers Corfac comme s'ils étaient invisibles. Des missiles que ces capteurs ne pouvaient détecter atteignirent leur cible avec une précision incroyable, et les chasseurs humains, par milliers, déferlèrent sur sa formation telle des nuées métalliques. La fureur du prédateur frémit lorsqu'un projectile heurta ses boucliers. Vray s'agrippa à son fauteuil de commandement, tandis qu'un autre impact retentissait, puis un autre. Son vaisseau était l'un des plus grands de la marine de Corfax. Ses boucliers pouvaient résister aux bombardements soutenus d'une douzaine de vaisseaux. Il tenait 45 secondes face aux tirs humains. Les boucliers cédaient. Zilith hurla. Brèche dans la coque sur les ponts, 7-12. La salle des machines est hors service. Nous avons perdu l'alimentation principale. Autour de lui, la flotte de Vraus était systématiquement anéantie. Des vaisseaux explosaient ou disparaissaient, dérivant dans l'espace. Quelques-uns tentèrent de fuir, mais les destroyers humains étaient des plus rapides, les rattrapant et les forçant à se rendre. La bataille, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, était terminée presque avant même d'avoir commencé. « Cessez le feu !» hurla enfin Fros. « Navire, cessez le feu et rendez-vous !» L'attaque humaine cessa immédiatement, non pas progressivement, mais instantanément, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. La précision était terrifiante.
La fureur du prédateur gisait, paralysée, dans l'espace, ses feux de détresse vacillants. Mais les humains ne l'avaient-nous pas détruit. Ils l'avaient mis hors service. Le visage de l'amiral Kovic réapparut sur l'écran de Vraxus. Flotte Corax, désactivez vos armes et préparez-vous à l'abordage. Tout vaisseau qui tentera de fuir ou de reprendre le combat sera détruit. Vous avez 30 secondes pour obtempérer. Pré contempla son pont de commandement dévasté. La moitié de ses officiers étaient morts ou blessés. La fumée emplissait l'air. Son puissant vaisseau amiral n'était plus qu'une épave. Sa flotte était dispersée, anéantie, vaincue par les humains, par l'espèce qu'il avait raillée 3 jours plus tôt, la jugeant faible et insignifiante. « Comment » demanda-t-il d'une voix douce. « Comment avons-nous pu l'ignorer » L'expression de Kov resta impassible. « Parce que vous pensiez tout savoir. Vous avez vu 200 vaisseaux et vous avez cru que c'était toute notre flotte. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi une espèce capable de voyager plus vite que la lumière ne construirait que 200 vaisseaux. Vous ne vous êtes jamais interrogé sur l'apparence obsolète de nos vaisseaux. Vous avez présumé de notre faiblesse simplement parce que c'est ce que nous voulions vous faire croire. Mais le traité... Renseignez-vous sur les lois galactiques, général. Le traité limite le nombre de vaisseaux en service défensif actif. Ces vaisseaux n'étaient pas en service actif. Ils étaient stockés. Nous entretenions simplement nos stocks avec le plus grand soin. Elle se pencha en avant. 500 ans. Ce nombre frappa Vrai comme un coup de poing. 500 ans. Les humains construisaient des vaisseaux de guerre depuis 500 ans. Avant même d'intégrer le Conseil, avant même de savoir que des extraterrestres existaient, ils se préparaient à ce jour depuis bien avant que les Corfax n'aient entendu parler de la Terre. Le Conseil l'apprendra, dit Frost d'une voix faible. Oui, approuva Kovac. Ils l'apprendront et ils tireront la même leçon que vous. Ne jamais menacer l'humanité. Nous sommes très patients. Nous sommes très patients. Mais si on nous pousse à bout, nous ripostons de toutes nos forces. La communication fut coupée. Vrai s'affaissa dans son fauteuil, observant les vaisseaux d'abordage s'approcher de ses navires. Autour de lui se déroulait la plus grande humiliation militaire de l'histoire de Corfas. L'invasion avait duré 11 minutes. Les Corfax avaient en fait perdu 783 vaisseaux. Les humains, 14, principalement à cause de collisions avec des débris. Le bilan était pas sans appel. La session d'urgence du Conseil galactique se réunit 8 heures après la bataille. L'ambassadeur Chénet entra dans la salle et découvrit un véritable chaos. Les ambassadeurs des 12 espèces membres étaient regroupés, leurs appareils de traduction créant un brouhaha de voix superposées. Des écrans holographiques diffusaient des images de la bataille. Des vaisseaux de guerre humains détruisaient la flotte de Corfax avec une efficacité redoutable. Chen prit place sur son estrade. Cette fois, elle ne se tenait pas au niveau le plus bas. L'estrade de la Terre avait été surélevée pendant la nuit pour atteindre la même hauteur que celle des autres membres du Conseil. Quelqu'un au sein de l'administration de la station avait mis à jour son statut. La portée symbolique de l'événement n'échappa à personne. Le représentant Vishon, un être cristallin nommé Ixtal, appela au calme. En tant qu'espèce la plus ancienne du Conseil, les Vishon modéraient généralement les conflits. Leur voix cristalline perça le brouhaha ambiant. Cette session d'urgence est désormais ouverte. Nous sommes réunis pour traiter de l'incident survenu dans la nébuleuse de Vell et des questions relatives à l'humanité. Révélations concernant leur capacité militaire. Le général Vrai était absent. Il était détenu par les forces humaines, avec les survivants de sa flotte. À sa place, les Corax avaient dépêché l'ambassadeur Krell, un reptile âgé aux écailles, marqué de cicatrices cérémonielles. Il semblait vouloir être n'importe où ailleurs. Le Dominion Corax souhaite déposer des plaintes officielles contre la Terre, déclara Krell d'une voix glaciale. Premièrement, l'humanité a violé le traité limitant la taille des flottes militaires. Deuxièmement,
Elle a commis un acte de guerre en détruisant des vaisseaux Corfax. Troisièmement, elle a trompé ce conseil pendant des décennies en dissimulant ses véritables capacités militaires. D'autres ambassadeurs se joignirent à la conversation. L'Empire. Ztian exigea une enquête. L'Alliance du Corridor réclama des sanctions. Même les espèces les plus petites, victimes des Corax, semblaient désemparées. L'humanité s'était révélée être une nouvelle puissance militaire majeure, et nul ne savait quelles conséquences cela aurait sur l'équilibre de la galaxie. Chen Wei attendit la fin des accusations. Elle avait passé les 8 dernières heures à préparer ce moment avec l'équipe juridique et les conseillers militaires de la Terre. Lorsque le silence se fit enfin dans la salle, elle s'avança. Puis-je soumettre un document officiel à l'examen du Conseil? Extal approuva d'un ton sec. Chen téléchargea le fichier qui apparut sur l'écran de chaque ambassadeur. Son titre était « Divulgation de la flotte de l'humanité, inventaire complet et justification juridique. Vous voulez qu'on lise des informations sur votre flotte illégale ?» railla l'ambassadeur de Zetia. « Nous avons accès aux enregistrements. Des milliers de navires de guerre jamais immatriculés. Des violations flagrantes du traité. Veuillez lire la page 3, section 7, dit Chen calmement. La clause du traité concernée. » Un silence s'installa pendant la lecture des ambassadeurs. Chen observait attentivement leurs réactions. D'abord la confusion, puis la compréhension, puis la frustration. Exil prit la parole en premier. Le traité stipule que chaque espèce peut maintenir une flotte en service de défense actif proportionnel à son territoire. Les vaisseaux hors service actif ne sont pas comptabilisés dans cette limite. C'est exact. Chen a déclaré que la Terre a maintenu exactement 200 vaisseaux en service de défense actif, tels qu'enregistrés. Les vaisseaux restants n'étaient pas en service actif. Ils étaient là désarmés, stockés, mis hors service et non opérationnels au sens du traité. « C'est un détail », s'écria Krell. « Ces vaisseaux étaient pleinement opérationnels. Ils ont détruit notre flotte. » Ils sont devenus opérationnels lorsque la Terre les a activés en réponse à votre menace d'invasion, répliqua Chen. Avant cela, ils étaient stockés à long terme. Nous possédons des documents attestant de leur désarmement depuis des décennies. Vous les avez entretenus, a déclaré l'ambassadeur de Stia. Vous les avez modernisés, maintenus en état de fonctionnement. Nous entretenons nos musées, a ajouté Chen avec un léger sourire. Le traité n'interdit pas l'entretien des navires historiques. De nombreuses espèces conservent d'anciens navires de guerre comme monuments ou musées. Nous nous sommes contentés d'entretenir le nôtre avec le plus grand soin pendant 500 ans. La queue de Krill fouetta l'air de colère. Vous construisiez des navires de guerre avant même de nous rencontrer, avant même d'intégrer le Conseil. Oui, répondit simplement Chen. C'est exact. La salle s'embrassa de nouveau. Accusations de paranoïa, de militarisation excessive et de tromperie fusèrent de toutes parts. Chen resta impassible et les laissa crier. Finalement, le calme fut rétabli. L'ambassadeur Chen expliqua. Pourquoi l'humanité a-t-elle construit une telle flotte avant de rejoindre la communauté galactique? Chen prit une inspiration. Le moment était venu. Il était temps de leur faire comprendre. Parce que nous nous sommes préparés au pire. Lorsque l'humanité a maîtrisé le voyage supraluminique, nous avions le choix. On pourrait supposer que l'univers est bienveillant et paisible, ou bien se préparer à l'éventualité d'un univers hostile. Elle a affiché des images de l'histoire de la Terre, de vieilles photographies de guerres humaines, de destruction et de conflits. L'humanité se déchire depuis des millénaires. Nous savons à quoi ressemble la guerre. Nous savons ce qui arrive lorsque les forces en prennent aux faibles. Alors, lorsque nous avons enfin mis au point la technologie permettant d'atteindre les étoiles, nous nous sommes demandé, et s'il existait des espèces plus puissantes que la nôtre? Et si le premier contact était hostile? Et si la galaxie était dangereuse? Alors, nous avons construit des vaisseaux, poursuivit Chen, de nombreux vaisseaux,
Nous les avons construits dans des installations secrètes. Nous les avons entretenus. Nous avons formé des équipages. Nous avons développé des armes, des stratégies et des plans d'urgence avant même de détecter un signal extraterrestre. C'est de la folie, s'exclama l'ambassadeur Zétien. Vraiment? Chen le regarda droit dans les yeux. Quand nous avons rejoint le Conseil il y a 47 ans, qu'avons-nous trouvé? Une hiérarchie où les forts dominent les faibles, où des espèces comme les Corfax peuvent menacer les membres plus petits par des sanctions économiques et la force militaire, où le Conseil débat et discute pendant que des colonies sont saisies et des populations asservies. Elle désigna les ambassadeurs des espèces mineures. Les Peltinentes ont perdu 3 systèmes face aux Corax il y a 20 ans. Le Conseil n'a rien fait. Les Oryx ont été contraints d'accepter des accords commerciaux unilatéraux avec l'Empire Zétien. Le Conseil n'a rien fait. Inlassablement, nous avons vu des espèces plus fortes dominer des espèces plus faibles, et le Conseil débattait, rédigeait des rapports, mais restait les bras croisés. Vous nous avez appris que notre paranoïa était justifiée. Vous nous avez appris que paraître faible invite à l'agression. Alors nous avons paru faibles. La voix de Chen se fit plus dure. Et nous nous sommes préparés, ajouta-t-il pensivement. Vous nous avez trompés et nous nous sommes protégés, corrigea Chen. Ambassadeur Ixtal, les Vichins sont l'une des plus anciennes espèces de la galaxie. Votre empire s'étend sur 900 systèmes. Dites-moi franchement, si l'humanité avait dévoilé 47 000 vaisseaux de guerre le jour de notre entrée au Conseil, aurions-nous été accueillis à bras ouverts ou perçus comme une menace à contenir? Les lumières des êtres cristallins vacillaient selon un schéma qui traduisait approximativement un accord maladroit. Vous auriez probablement fait face à des restrictions. Exactement. Alors, nous avons dissimulé notre force. Nous avons enregistré notre flotte minimale requise. Nous avons agi comme une petite espèce pacifique cherchant sa place parmi les étoiles. Et nous avons observé, nous avons appris, nous avons vu comment la galaxie fonctionne réellement. Et puis, les Corfax nous ont menacés, poursuivit Chen. Ils ont menacé de s'emparer de nos colonies, ils ont menacé nos citoyens. Ils ont clairement montré qu'ils considéraient l'humanité comme assez faible pour être malmenée. Elle regarda Krell. C'était une erreur. Les écailles de Krell avaient pas la pâlie. Il semblait vouloir répondre, mais les mots lui manquaient. Le Dominion Corax a violé l'espace territorial humain avec des intentions hostiles, déclara Chen d'un ton formel. Ils ont rassemblé une flotte d'invasion. Ils ont bafoué notre souveraineté, quelle que soit l'interprétation du droit du Conseil. Nous étions en droit de nous défendre avec une force écrasante, déclara l'ambassadeur de Zetia. Vous avez détruit près de 800 vaisseaux. Ce n'est pas de la défense, c'est un massacre. Nous leur avons donné 60 secondes pour battre en retraite, rétorqua froidement Chen. Le général Vrexis a choisi d'attaquer. Nous avons riposté de manière appropriée pour neutraliser la menace. Si vous trouvez cela excessif, imaginez ce qui se serait passé si les Corfax avaient envahi nos colonies sans rencontrer de résistance. Combien de civils auraient péri? Combien auraient été déplacés? Elle consulta les rapports de perte. Bilan final de la bataille. Aucune victime civile. 0. Nous avons protégé nos troupes avec des pertes minimales de notre côté. Les victimes de Corfax étaient des militaires impliqués dans une invasion illégale. Je compatis avec ces morts, mais elles sont le résultat des choix de leurs supérieurs, et non des nôtres. Un silence s'installa dans la salle. Les images de la bataille étaient non diffusées et en boucle sur les écrans. 47 000 vaisseaux de guerre humains révélés en une seule journée. Des siècles de préparation secrète mis à nu en 11 minutes de combat. L'ambassadeur Chen sortit un dernier document. La Terre soumet la proposition suivante. Une révision du traité de limitation de la flotte afin de prendre en compte les forces de réserve et les vaisseaux stockés. Nous proposons des protocoles de vérification stricts et des inspections régulières. La Terre est disposée à immatriculer officiellement sa flotte silencieuse et à se conformer à la nouvelle réglementation. En échange, nous demandons au Conseil
d'établir un véritable mécanisme de contrôle de la souveraineté territoriale. Fini les vaines discussions pendant que les espèces les plus fortes menacent les plus faibles. Fini les tergiversations face à la perpétuation des méthodes d'intimidation de Corphas. Elle parcourut la salle du regard, croisant celui de chaque ambassadeur. L'humanité ne souhaite pas dominer la galaxie. Nous ne voulons conquérir personne. Nous voulons ce que nous avons toujours voulu, la paix, le commerce et la sécurité pour vivre sans menace. Mais nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ne livrerons pas notre peuple à des empires agressifs. Et nous n'aurons pas à nous excuser d'être prêts. Vous avez dissimulé cette flotte pendant des décennies. Que cachez-vous d'autre ? Demanda l'ambassadeur de Zetia. Chen esquissa un sourire. Chaque espèce a ses secrets, ambassadeur. La Terre ne fait pas exception. Mais je vous le promets, notre flotte n'a qu'une vocation défensive. Nous n'avons aucune ambition territoriale au-delà de nos systèmes actuels. Nous sommes heureux de partager notre technologie et de collaborer avec le Conseil. Mais, d'une voix plus grave, elle ajouta « 6 mois se sont écoulés depuis la bataille de la nébuleuse du voile. La galaxie s'adaptait encore à sa nouvelle réalité. Dans le système Peltine, l'ambassadeur Chen Wei se tenait sur une plateforme d'observation en compagnie de Trill, le premier orateur et chef de cette espèce, aux allures de méduse. En contrebas, des ingénieurs humains travaillaient aux côtés de techniciens Pellines à l'installation de plateformes défensives autour de la planète. Ces structures, offertes par la Terre, étaient des générateurs de boucliers et des systèmes d'alerte précoces conçus par les humains. « Votre peuple est généreux », murmura Trill, son corps bioluminescent brillant d'une douce lueur bleue. « Pendant des décennies, nous avons vu les Corphax prendre ce qu'ils voulaient. Le Conseil est resté les bras croisés. Et maintenant, vous nous offrez votre protection. » Chen sourit. « Nous n'offrons pas de protection, mais un partenariat. Vous fournissez les lieux et la connaissance du terrain. Nous fournissons la technologie et la formation. Vous vous défendez vous-même. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que la Terre y gagne ? » Des alliés, répondit simplement Chen. Des amis. La galaxie fonctionne mieux lorsque les espèces s'entraident, au lieu de s'attaquer aux plus faibles. Par ailleurs, ajouta-t-elle, les Peltines possèdent les meilleurs astronomes de l'espace connu. Nous serions ravis de collaborer à la recherche spatiale lointaine. En contrebas, une technicienne Peltine gesticulait avec enthousiasme tandis qu'un ingénieur humain lui montrait comment calibrer le générateur de boucliers. Les deux espèces apprenaient l'une de l'autre, construisant ensemble plutôt que l'une ne domine l'autre. Cette scène se répétait dans de nombreux systèmes. Les Auriques avaient contacté la Terre au sujet de systèmes défensifs. 3 espèces plus petites avaient demandé des accords de partage de technologie. L'équilibre des forces était en train de changer, et l'humanité se trouvait au cœur de ces bouleversements. Sur Terre, dans le centre de commandement militaire situé sous les montagnes rocheuses, le général Harrison examinait des rapports. La flotte silencieuse avait été intégrée aux services officiels. Les inspections régulières du Conseil confirmaient le respect du nouveau traité par l'humanité. Tout était désormais en règle, presque tout. « Monsieur, les inspecteurs du Conseil ont terminé leur inspection des installations lunaires », rapporta son aide. Ils ont vérifié tous les vaisseaux de la flotte silencieuse. Aucun problème. Parfait. Et le projet Valkyrie ? Toujours classifié au plus haut niveau. Les inspecteurs n'ont jamais posé de questions à ce sujet, et nous n'avons rien révélé. Pour le Conseil, la flotte silencieuse était notre seul secret. Harrison acquiesça. Laissons-les le croire. Laissons-les penser que l'humanité avait tout dévoilé. La flotte silencieuse était restée cachée à la vue de tous pendant des siècles. Des navires de guerre stockés, en toute légalité, prêts à être activés. Une fois révélés, ils constituaient la dissuasion parfaite. Le projet Valkyrie était différent. Il ne s'agissait pas de guerre conventionnelle, mais d'armes capables de hanter les nuits des dirigeants militaires de l'humanité. Des armes qui ne devraient jamais être utilisées. Un contrat qui n'existait que comme ultime garantie. La galaxie n'avait pas besoin d'en être informée. Du moins, on l'espérait.
Dans le système Corfax, l'ambassadeur Krell rencontra le conseil dirigeant du Dominion. Le général Vray avait été relevé de son commandement et exilé dans le déshonneur. La flotte Corfax, forte jadis de 15 000 hommes, n'en comptait plus que 8 000 après le désastre de la nébuleuse du Voile. Leur réputation de puissance militaire avait été anéantie en 11 minutes. « Nous ne pouvons l'accepter », siffla un membre du conseil. « Les Corax ne se soumettent pas aux espèces inférieures. »« Les humains ne sont pas inférieurs », rétorqua Krell, épuisé. Il avait passé les 6 derniers mois à gérer les conséquences de l'invasion désastreuse de Bray. Ils ne l'ont jamais été. Nous avons tout simplement cru à notre propre propagande. Puis, nous avons reconstruit. Nous avons égalé leurs effectifs. Nous le faisons. Savez-vous combien de temps il a fallu à l'humanité pour construire 47 000 navires de guerre? Krell l'interrompit. 500 ans. 5 siècles de production militaire continue, d'installations secrètes et de recherches clandestines. Pendant que nous conquérions des espèces plus faibles, il se préparait à un autre affrontement. Il a consulté des rapports de renseignement qui nous parvenaient au compte-gouttes. La technologie des armes humaines a environ 90 ans d'avance sur la nôtre dans des domaines clés. Leur capacité de production est colossale. Ils possèdent des chantiers navals que nous n'avons jamais détectés. Leur doctrine militaire est sophistiquée et a été perfectionnée au fil des siècles. Ils se préparent à une guerre à grande échelle depuis bien avant de savoir que nous existions. Alors, que proposez-vous? Demanda un autre membre du Conseil. La reddition, sauf la domination humaine. Je propose que nous nous adaptions. Krell dit, les humains ont fait passer leur message. Ils ne veulent pas de territoire. Ils ne veulent pas nous dominer. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Si nous acceptons cela, nous pourrons reconstruire notre économie et notre flotte sans opposition. Si nous les défions à nouveau, il projeta des images de la bataille, des vaisseaux Corax qui explosent, la précision des armes humaines, l'écrasante supériorité numérique. « Tu pour lasser » dit « Nous subirons une lourde défaite. » Un silence de mort s'abattit sur la salle du conseil. L'orgueil se heurta à la réalité. Finalement, la réalité l'emporta. Sur la station Andromède, le Conseil galactique se réunit en session ordinaire. L'atmosphère était différente. La Terre était désormais sur un pied d'égalité avec les grandes puissances. Des observateurs humains assistaient à chaque réunion des comités. 2 espèces mineures avaient proposé la création d'une association de défense mutuelle, dont la Terre serait membre fondateur, servant en quelque sorte de contrepoids aux grands empires. Le Conseil avait adopté 17 nouveaux traités en 6 mois. La plupart concernaient la protection des espèces mineures, la limitation des pressions économiques et des mécanismes de règlement pacifique des différents territoriaux. Non pas que le Conseil ait soudainement acquis une conscience, mais parce que personne ne souhaitait donner à l'humanité une raison de faire, à nouveau étalage de sa puissance militaire. Ixal, l'aîné Vishon, confia à Chen en privé que l'humanité avait accompli en 6 mois ce que les partisans de la paix n'étaient pas parvenus à réaliser en des siècles. La peur, en fin de compte, était un excellent moteur de coopération. « Penses-tu que cela durera » demanda Ixal lors d'une entrevue privée. « Cette paix » Chen réfléchit longuement. Tant que personne n'est assez stupide pour menacer à nouveau la Terre ou nos alliés, oui, notre position est claire. Nous avons la capacité d'une violence écrasante, mais nous privilégions la coopération. Et si quelqu'un vous menace, nous lui rappellerons ce qui est arrivé au Corfax, déclara Chen d'un ton neutre, ferme et décisif. Nous ne voulons pas dominer la galaxie, ambassadeur. Mais nous ne serons pas des victimes non plus. Le corps cristallin d'Ixal scintillait de couleurs mêlant respect et inquiétude. Votre espèce s'est préparée à la Lonacier. Guerre pendant un demi-millénaire avant de nous rencontrer. À quoi d'autre vous êtes-vous préparé? Quels autres secrets gardez-vous? Chen sourit énigmatiquement. Chaque espèce a des secrets. Les Vichans, j'en suis certain, possèdent des technologies et des capacités que vous n'avez pas partagées avec le Conseil. La différence, c'est que nous assumons nos secrets. Nous ne prétendons pas être transparents. C'est en réalité plus inquiétant que rassurant.
Bien, dit Chen. Une saine dose d'incertitude maintient la politesse. Sur Mars, dans une installation qui ne figurait sur aucun registre officiel, le docteur, le docteur Sarah Kim a examiné les derniers rapports sur le projet Valkyrie. Elle était la scientifique en chef du programme le plus secret de l'humanité, celui qui faisait passer la flotte silencieuse pour une simple collection de jouets. Le projet Valkyrie n'était pas un projet de vaisseau ou d'armes, au sens conventionnel du terme. C'était la réponse de l'humanité à une question existentielle. Que se passerait-il si nous rencontrions un adversaire que nous ne pouvons combattre de manière conventionnelle? Que se passerait-il si nous rencontrions une espèce si avancée, si puissante, que même 47 000 vaisseaux de guerre seraient inefficaces? La réponse se trouvait dans des installations lourdement blindées, disséminées à travers le système solaire. Des armes capables de manipuler l'espace-temps lui-même, des dispositifs pouvant stériliser des planètes ou déclencher des supernovas prématurées, une technologie que l'humanité avait développée puis immédiatement classée secret défense. Car même posséder de telles capacités était moralement discutable. Dr Kim, les inspecteurs du conseil demandent une autre visite des installations, a dit son assistante. Montrez-leur les laboratoires de recherche sur les particules, a répondu Kim, ceux ouverts au public. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe pour les 90% restants, compris? Et le nouveau prototype reste sous scellé. Personne n'en parle. Personne n'y pense, surtout là où des capteurs pourraient capter nos pensées. Kim contempla le coffre-fort scellé, qui renfermait la création la plus dangereuse de l'humanité. La galaxie avait appris l'existence de la flotte silencieuse. C'en est assez des révélations pour l'instant, peut-être pour toujours. Sur Terre, l'ambassadeur Chen se préparait pour une nouvelle session du Conseil. Elle contempla le ciel nocturne, les étoiles, où l'humanité avait désormais une présence réelle, où elle était respectée, voire même un peu crainte, une crainte nécessaire, en effet. Non pas que l'humanité cherchât à inspirer la terreur, mais parce que la galaxie devait comprendre que menacer l'humanité avait des conséquences, que l'espèce de la petite planète bleue n'était jamais aussi faible qu'elle en avait l'air. Son appareil de communication émit un signal. Message de l'amiral Kovacs, exercice d'entraînement de la flotte silencieuse terminé. Tous les systèmes sont opérationnels. Nous sommes prêts si besoin est. Chen répondit simplement. Espérons que nous n'aurons jamais à l'être, mais je suis heureuse que vous soyez là. Elle repensa aux paroles du général Harrison lors de leur dernier appel sécurisé. La galaxie est au courant de l'existence de la flotte maintenant. Ils croient que c'est notre grand secret. Laissons-les croire cela. Laissons-les croire que nous leur avons tout montré. La vérité était plus complexe. La flotte silencieuse constituait la première ligne de défense de l'humanité, la dissuasion qu'elle pouvait révéler en cas de pression. Le projet Valkyrie était la seconde ligne, les armes qu'elle espérait ne jamais utiliser. Et au-delà, Chen soupçonnait l'existence de projets encore plus ambitieux, si classifiés que même les ambassadeurs n'en connaissaient pas l'existence. L'humanité avait passé 500 ans à se préparer au pire. Elle l'avait fait en comptant.